Aujourd'hui, ces mystères sont encore inexpliqués. C'est surprenant, c'est mystérieux. Et c'est à ce moment-là qu'un bruit très étrange va être enregistré. Comment expliquer qu'une ville que nous visitons pour la première fois nous semble familière ? Comment pouvons-nous expliquer aussi que nous avons l'impression de connaître une personne comme si elle faisait partie de notre famille, alors que nous ne la connaissons pas depuis plus de 2 heures ? L'idée de la réincarnation nous traverse. Et si on avait vécu avec cette personne ou dans cette ville ? La réincarnation, cette croyance venue de l'Orient, mais a-t-on réussi à avoir des preuves de ces renaissances ? Aujourd'hui, paranormal et souvenirs de vie antérieure. Bonjour Evelyne Lyon. Bonjour Emmanuel. Aujourd'hui, vous allez nous parler de réincarnation parce que des travaux scientifiques ont été réalisés ? Oui, des travaux très sérieux. Le problème de la réincarnation est suffisamment lourd pour que nous y revenions aussi dans notre prochaine émission. Très bien. L'histoire d'Isabelle aujourd'hui, l'histoire de Paul la prochaine fois. Parfait. Mais évidemment, à propos de réincarnation, comme toujours en parapsychologie, il faut avoir les idées claires, il faut se méfier de ce qui se raconte. Par exemple, vous avez dit, Emmanuel, je ne vous en veux pas, mais je vous mets une mauvaise note, que la réincarnation, ça venait de l'Orient. Oui. On trouve des témoignages dans le monde entier, dans tous les pays du monde, depuis les Esquimaux jusque, bien entendu, les hindous. D'accord. D'autre part, on met sous l'étiquette réincarnation des phénomènes qui n'ont rien à voir. Vous arrivez à Sambaldur-sur-Moux, commune française touristique. Vous descendez du TER, parce qu'évidemment, il n'y a pas le TGV, là, à la gare. Vous traversez la gare. Vous arrivez sur la place de la gare, comme il y en a partout. Et vous voyez l'hôtel Terminus, où vous avez réservé une chambre. Mais celui-là, vous le reconnaissez. Mais ça n'est pas de la réincarnation. C'est un petit trouble physiologique qui fait qu'un de vos yeux a fonctionné un peu avant l'autre. C'est-à-dire que cette sensation de déjà vu... voilà. Déjà rencontré, déjà vécu, c'est pas toujours... Non, ça ne relève pas du paranormal. Et de la réincarnation. Alors, ceci dit, il y a un psychiatre universitaire, un dur, américain, qui se nommait Ian Stevenson, qui est décédé récemment, qui enseignait en Virginie, qui a consacré plus de 30 années de sa vie avec des moyens à l'américaine, à enquêter dans le monde entier sur des cas de réincarnation, plutôt sur des témoignages de réincarnation. Et quand on demandait à Ian Stevenson, où en êtes-vous ? Est-ce que vous avez trouvé quelque chose ? Et il répondait très précisément, parmi tous les cas, du pôle Nord au pôle Sud, j'en ai sélectionné une vingtaine qui indiscutablement posent le problème, qui font il est légitime de se demander si la réincarnation n'est pas une réalité. Et il ajoutait, ces cas emportent ma conviction, je pense que la réincarnation existe, mais je considère qu'ils ne suffisent pas pour constituer une preuve. Donc, il faut poursuivre les recherches. Bon, lui, il a consacré 30 ans. Oui. En 30 ans, on vieillit. Et donc, d'autres continuent les recherches à l'heure actuelle. La réincarnation, la question peut se poser, comme disait Ian Stevenson, à travers de petits incidents. C'est l'histoire d'Isabelle aujourd'hui. Ou à travers de quelque chose d'énorme qui occupe toute votre existence. Ce sera l'histoire de Paul la prochaine fois. Et celle d'Isabelle, évidemment, dans un instant, à découvrir dans les clés du mystère. Des recherches scientifiques ont été faites sur la réincarnation grâce à un psychiatre américain qui se nommait Ian Stevenson. Il y a consacré une bonne 30aine d'années et durant ces 30 ans, il a relevé une 20aine de cas troublants donc concernant la réincarnation. Aujourd'hui, Yves Lignon, le cas d'Isabelle. Oui, je voudrais préciser, Emmanuel, à propos de Ian Stevenson, que nous évoquerons quelques-uns des cas les plus célèbres à l'antenne, mais qu'il en a retenu 20 après avoir enquêté sur des milliers. Et il les a classés en catégories depuis les 20 plus pertinents jusqu'aux moins impressionnants, etc. Bon, nous en reparlerons. D'accord. Alors, Isabelle, c'est un petit problème. C'est pour ça que j'ai voulu consacrer 2 émissions à la réincarnation, parce que avec Paul, on verra que c'est un petit problème, mais comme toujours, les petits problèmes, vous savez, c'est les cailloux dans les souliers. Ça insiste. C'est petit, mais ça fait mal, et ça empêche de marcher. Oui. Donc, Isabelle, c'est une jeune femme, très moderne, très équilibrée, qui vit
en couple, normalement, pas de soucis, rien, sauf sa timidité. Et m'a-t-elle dit, une timidité due à ma petite taille. Or, c'est un peu ennuyeux dans son métier, parce qu'elle est commerciale. Ah oui. Mais en réalité, elle est commerciale dans un domaine un peu particulier. Surtout, elle fait des rénovations des maisons, de belles maisons. Sauf que c'est elle a, si vous voulez, sa petite entreprise qui va chercher les clients, qui dans le fond commercialise ses talents de rénovatrice. D'accord. Et donc, comme cela, un jour, elle est en contact avec un monsieur qui a vraiment une grande maison à la campagne, peut-être pas un château, mais enfin une gentilhommière, à rénover. Et Isabelle est embêtée parce qu'au téléphone, elle a eu l'impression qu'avec ce monsieur, elle serait encore plus intimidée que d'habitude. D'accord. Bon, enfin, elle y va. Et ce monsieur très très aimable, au contraire, tout à fait le style gentleman britannique, tempes argentées, costume croisé. Isabelle me dit, il m'a mis très à l'aise. J'ai eu l'impression de retrouver un vieux professeur que j'avais beaucoup aimé. Et donc, oui, je rénove et le monsieur étale des photos. Et alors, au début, ça va, Isabelle regarde. Des photos de la maison. Des photos de la maison. Elle les regarde, elle les trie, elle lui dit, vous n'en avez pas d'autres parce que ça, c'est pas assez pertinent pour que je me fasse une idée, pour que je vous donne une estime de devis à partir de ce que vous demandez. Et le monsieur cherche, sort une autre photo où la maison est vue sous un autre angle. Et alors là, Isabelle éprouve un choc, quelque chose, sa timidité la reprend. Elle redevient toute rouge. Mais ce n'est pas parce qu'elle est mal à l'aise avec le monsieur. C'est parce que quand elle a vu cette maison, ça lui a rappelé quelque chose. Paranormal, phénomènes étranges, histoires fantastiques, les clés du mystère. Sur Sud Radio. C'est l'histoire d'une commerciale dans la rénovation des maisons qui, lors d'une rencontre professionnelle avec un client, sent qu'elle va être encore plus timide que d'habitude. En réalité, elle-même, elle va être complètement impressionnée. Donc, le client lui montre des photos de la maison bien sûr, dont une qui la laisse sans voix, qui lui rappelle quelque chose. Oui, et Isabelle a dû insister, mais sans penser à rien, sans surtout penser en parapsychologie. Oui. Simplement, le monsieur a commencé par lui montrer quelques photos, et la réaction d'Isabelle, ça a été, ces photos ne conviennent pas. Pour que je vous donne une estime du devis, vous n'en avez pas d'autre. Le monsieur en sort une autre, la pose là, sous la table, c'est la maison, mais qui est prise sous un autre angle. Ouais. Et là, notre Isabelle, si timide de tempérament, et que le monsieur avait mis à l'aise, cette Isabelle qui se sent rougir, peut-être intérieurement, qui est mal à l'aise, puis il y a quelque chose, il faut qu'elle le dise, et elle finit par dire au monsieur, mais là, derrière la maison, il n'y a pas une petite bâtisse. Et là, c'est au tour du monsieur d'être interloqué. Oui. Parce que sur aucune des photos, on ne peut voir la bâtisse. Et même sur la nouvelle photo qu'il a sortie, sous un autre angle, on ne devine pas la bâtisse. Et donc le monsieur est d'autant plus étonné qu'il est obligé de répondre oui. Et notre Isabelle est de plus en plus mal à l'aise. Et interloquée. Oui, parce que il va falloir qu'elle ajoute quelque chose. Et ce quelque chose, c'est gênant d'en parler, parce que ça correspond à une phobie dont elle souffre depuis son enfance. Mais finalement, elle y arrive, elle y est à côté de la bâtisse. Il y a aussi un puits. Oui. Et le monsieur lui dit exactement. Alors c'est lui, le monsieur, qui est de plus en plus étonné. Et comment pouvez-vous savoir cela ? Isabelle n'ose pas dire, je ne sais pas comment je le sais. Ça m'est venu, dès que j'ai eu la photo sous les yeux, de vous parler de cette bâtisse, de vous parler de ce puits. Alors il faut qu'elle trouve une explication. Elle dit, vous savez, j'ai des trous de mémoire en ce moment, je suis un peu fatigué. Il se peut que j'ai eu l'occasion de visiter cette maison. D'accord. Pour le compte d'un autre client potentiel. Quelqu'un avant vous avait voulu l'acheter, m'avait contacté pour les travaux, et puis, je l'ai oublié, ça me revient, etc.
Je ne sais pas mais elle y croit à ce qu'elle dit? Ben non, bien entendu, elle n'y croit pas. D'accord. Mais elle va pas dire, j'ai fait une espèce de voyance, j'ai vu quelque chose. Et même elle la ressent, cette oui, elle bâtisse. Elle ressent la maison. Elle ressent le puits. Elle ressent la maison. Elle va pas dire, écoutez, je ne l'ai jamais vu de ma vie, et pourtant je suis certaine qu'il y a une petite bâtisse et un puits. La preuve, c'est que vous le confirmez. Alors elle s'en sort avec ce mensonge. Du coup, on se retrouve un peu plus calme là dans le dialogue. On va pouvoir le reprendre. Isabelle, brusquement, si on ose dire, ça redémarre. Okay. Elle parle au monsieur. Elle lui dit, mais là, la charpente là, c'est une charpente, ce qu'on appelle en bateau, qui donne l'impression d'une coque de navire à l'envers. Et là, le monsieur, lui, qui a dit, ah oui, eh bien, quand vous avez déjà visité cette maison, sans doute étiez-vous rentré à l'intérieur. Ouais. Et Isabelle, qui sauve la face, dit, oui, certainement, je m'en souviens pas bien, mais j'ai dû rentrer à l'intérieur. Et c'est assez rare, justement, ces charpentes bateaux? Oui, c'est assez rare. Okay. On les trouve plutôt dans les églises que dans les maisons d'habitation. Et donc, Isabelle, qui sauve la face, c'est tranquille. Mais, finalement, elle n'a pas voulu faire l'affaire. Elle n'a pas voulu se charger de la rénovation de cette maison. Et pourquoi donc? Eh bien, écoutez, il y a certainement une explication très intéressante. C'est l'histoire d'Isabelle, donc une commerciale dans la rénovation des maisons. Elle ressent cette maison qu'elle voit, surtout en photo en réalité. Elle a l'impression d'y avoir été. Elle sait que derrière cette maison, il y a une bâtisse. Elle ressent qu'il y a un puits derrière. Elle sait que la charpente est une charpente bateau. Elle est dans la rénovation. Elle refuse de s'occuper de cette maison. Pour quelle raison au final, Yves Lignon? Oh, tout simplement parce qu'elle est mal à l'aise, parce qu'il y a quelque chose qui va pas dans toute cette histoire. Elle-même, elle n'a jamais rien vécu de rêve prémonitoire, de pressentiment. C'est la première fois que ça lui arrive. Si ça vous arrivait à vous, peut-être prendriez-vous la même attitude. Hein. On ne comprend pas. Dis donc, finalement, écoutez, je regrette, vous m'êtes bien sympathique, mais en particulier, alors elle a pris prétexte de la charpente. Avec cette charpente, ce sera un travail trop difficile. Or, en réalité, 2 détails importants. D'abord, j'ai évoqué tout à l'heure une phobie dont souffrait Isabelle depuis son enfance. Et c'était la phobie des puits. Depuis toute petite, elle avait peur de tomber dans des puits. Elle faisait des cauchemars où elle se voyait tomber dans des puits. Et c'est pour ça qu'elle a eu du mal à dire « mais il y a un puits aussi à côté de la bâtisse ». D'accord. Et puis ensuite, ce qui l'intéressait le plus dans la rénovation des maisons, c'était justement le travail sur les charpentes. La rénovation des charpentes, ça lui plaisait. Elle m'a dit, quand elle m'a raconté l'histoire, si je n'avais pas fait ce métier-là, j'aurais été ébéniste. C'était le bois. Et donc, est-ce que cette phobie et puis cette attirance pour le bois ont joué quelque chose dans le phénomène? Bon, peut-être. Puis de toute façon, nous sommes bien d'accord, Emmanuel, la grande question, c'est est-ce que dans une autre existence... Elle est tombée dans un puits, elle est morte dans un puits. Oui, peut-être. Ou est-ce que dans une autre existence, Isabelle a vécu dans cette maison? Oui. C'est la question clé de la réincarnation. Voilà, et pourquoi est-ce qu'elle a peur de ce puits? Oui, mais ça, oui. Qu'est-ce qu'elle a vécu? Peut-être elle y est morte dedans, effectivement. Mais le détail du puits, c'est qu'elle a été gênée pour dire qu'elle voyait un puits. Mais ce qui est important, c'est d'abord la bâtisse et la charpente de forme très particulière. Ouais. Donc, c'est vrai, c'est la question, a-t-elle déjà vécu dans cette maison? C'est la question presque de bon sens. On le dirait à quelqu'un d'autre, mais vous en parlez comme... Si vous y aviez vécu. Comme si vous y aviez été. Hein, c'est une phrase familière. Eh ben, moi, j'avoue qu'on ne peut pas vraiment conclure. Parce que ça peut aussi être une forme de voyance, une espèce de voyance sauvage. Quand elle est en présence de la photo, Isabelle fait de la voyance par rapport à la maison. Oui. Donc, un peu comme une voyante reconnue à qui on tend une photo d'une personne et qui vous parle de cette personne. Donc, pour ce cas... mais en même temps, elle rêve de puits, elle a peur des puits, oui, bien c'est une phobie. Bien sûr. Elle vient bien de quelque part, cette phobie. C'est pour ça que je vous dis, sous l'angle de la réincarnation, c'est un petit cas. Ouais. Il est certain que dans l'aventure d'Isabelle, il y a une part de paranormal. Ouais. Mais est-ce que c'est de la voyance? Ou est-ce que c'est
de la réincarnation. Disons, un élément amenant à s'interroger sur la réincarnation. On hésite. Un argument défavorable à la voyance, c'est que cette forme de voyance-là, on n'en connaît pas d'exemple, comme ça, de manière sauvage, sur une photo pour la première fois. Non. Les voyants qui travaillent sur des photos, les vrais voyants, se sont souvent entraînés. Ils en arrivent à la photo après avoir découvert leur don. Et là, qu'Isabelle ait découvert son don en présence d'une photo, ça me paraît douteux. Alors, bon, on ne peut pas conclure. On ne peut pas conclure aussi parce qu'elle n'a pas été plus loin. Oui, elle n'a pas été plus loin. On ne peut pas conclure, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une amorce. À partir, vous voyez, de ce genre d'histoire, qui est une toute petite histoire, il ne s'est pas passé grand-chose, on constate qu'effectivement, il est raisonnable, je mets un R majuscule à raisonnable, de se poser la question de la réincarnation. Alors là, évidemment, c'est une histoire de peut-être réincarnation, mais d'autres histoires, évidemment, vont nous être racontées par Yves Lignon. L'émission n'est pas terminée. Sud Radio, les clés du mystère. Yves Lignon, encore une histoire fantastique. Vous allez nous en raconter une. On est où? C'est quelle époque? Combien de personnes? Il fait froid, il fait chaud. C'est une petite histoire pour le week-end qui commence, Emmanuel. Ah. Dans le week-end, c'est le printemps, on va souvent visiter des abbayes. Je vais vous emmener dans une abbaye qui est assez loin de notre zone, qui est en Normandie, c'est l'abbaye de Mortemer. On pourrait l'appeler l'abbaye la plus hantée de France. Oh mon Dieu. Bon, il y a beaucoup d'histoires de fantômes qui circulent autour de cette abbaye. En tout cas, pour le tourisme, ça marche bien. Mais il est évident que parmi les milliers de touristes qui viennent à Mortemer, tous entendent raconter les histoires de fantômes, mais personne ne les voit. C'est ça. Parce que ça se raconte depuis très très longtemps. Ça se raconte depuis longtemps. Il y a un fantôme d'une jeune femme au Moyen-Âge. Il y a des fantômes de moines qui auraient été massacrés à la Révolution. Eh bien, ce sont ces fantômes, ou quelque chose leur ressemblant, qui ont flanqué une grande trouille à un chercheur en parapsychologie. Ouf. Mais à un chercheur amateur. Ah oui, chercheur débutant. Oui, enfin, quelqu'un normalement qui ne se laisse pas impressionner. Non. J'ai donc un ami, Alain, qui est pas un scientifique comme moi, mais qui est un passionné par les histoires de fantômes. Il travaille que sur ça. Et vous savez, les non-scientifiques, ils ont quelquefois beaucoup d'idées en matière de parapsychologie. Nous autres, nous avons les mathématiques, si j'ose dire. Oui. Eux, ils ont la créativité. Et donc, Alain, il ne travaille que sur les histoires de fantômes. Et en particulier, pendant très longtemps, il s'est penché sur l'histoire, non pas de Mortemer en entier, mais des moines fantômes, qui défileraient dans le cloître chaque année à la date anniversaire de leur massacre, de leur mort. Et c'est quand la date? C'est au mois d'octobre. Et Alain, il a émis une de ces hypothèses que seuls les autodidactes, encore une fois, sont capables d'émettre. Mais elle est intéressante. Oui. Il a dit, voilà, j'imagine, c'est ce qu'il appelle le schéma de la bande magnétique. Oui. Quand les moines sont morts, ils ont imprégné l'atmosphère. Ils ont imprégné l'atmosphère d'automne de l'époque. Les brumes qu'on voit autour de Mortemer régulièrement. Comme si c'était sur une bande magnétique. Et donc, au mois d'octobre, quand les brouillards remontent des étangs, on est dans la situation de lire une bande magnétique sur un magnétoscope, et donc par conséquent, de même que quand on met la cassette, on entend la musique qui a été enregistrée auparavant, quand on va relire la bande magnétique de Mortemer, on va voir les moines apparaître. Donc évidemment, c'est une hypothèse, j'en ai souvent parlé, des hypothèses folles en parapsychologie qui sont intéressantes. On la laisse à Alain. Toujours est-il qu'il décide d'aller voir les choses de près. Donc il demande l'autorisation, on lui dit c'est d'accord, maintenant il n'y a plus de touristes, c'est fermé, vous pouvez passer la nuit. On a beau être un chasseur de fantômes, passer la nuit tout seul, surtout que c'est humide, c'est pas très intéressant. Heureusement, cet Alain, comme vous vous en doutez, il a beaucoup navigué, il a fait un peu Easy Rider, il a un copain sur place.
près d'Évreux. Et le copain, lui, c'est un intellectuel. C'était, lui, on va pas dire son prénom, mais on va dire sa fonction, le directeur de la Maison de la Culture. Bon, comme c'était il y a quelques années, il y a prescription. Et Alain, il va dire, tu vas m'accompagner. L'autre, qui n'a jamais eu envie de chasser le fantôme de sa vie, est-ce que tu tiens vraiment à ce que je t'accompagne pour aller voir? Ben oui, alors, tu vas pas me dire que tu as peur. Évidemment, le copain va pas répondre qu'il a peur, mais il va répondre qu'il aurait mieux aimé qu'Alain l'oublie ce soir-là. Bon, finalement, avec insistance, eh ben écoute, d'accord, je t'accompagne. Et sur le coup, d'11 heures du soir, ils arrivent tout seuls dans les ruines du cloître. Mais les ruines du cloître, il reste 3 côtés. Vous savez, les cloîtres avec les petites colonnettes, là où les moines justement faisaient le tour en priant, il reste 3 côtés. Alain, il a inventé une espèce d'appareil à détecter les fantômes. Il dit donc au copain, je te laisse seul. Ici, moi, je m'en vais dans les ruines. Je vais voir si mon appareil fait tac-tac. Donc c'est un appareil qui mesure le champ magnétique. C'est toujours avec ses idées que ça s'imprime dans l'atmosphère. Et donc, il laisse le copain tout seul. C'est le mois d'octobre. Il y a la brume. C'est horrible. C'est humide. Ouais. Le copain, il a jamais chassé le fantôme. Il a rien demandé. Il aurait mieux aimé que ce soit pas ce soir-là, la première fois. Oh, nous sommes au mois d'octobre. Oui. Bien sûr. Nous sommes dans... Pas loin de la Toussaint. Pas loin de la Toussaint, en plus. Nous sommes en Normandie, pas loin d'Évreux, dans cette abbaye de Mortemer où il y aurait pas mal de fantômes de moines qui auraient été assassinés quelques années auparavant. Là arrive donc un chasseur de fantômes avec un ami qui lui n'a rien demandé. Il ne fait pas du tout partie justement de ces parapsychologues. Et le chasseur de fantômes lui dit, écoute, moi je pars naviguer dans cette abbaye avec mon appareil pour chasser les fantômes, toi tu restes là. Et donc il s'en va avec son appareil qui fait tac-tac. Le copain, nous sommes dans le cloître, reste, on va dire, un cloître c'est un rectangle, dans le coin en bas à gauche. Et il attend, en se gelant, en se tapotant, parce que c'est humide, c'est frais, il y a des nappes de brouillard, alors par moments on ne voit pas les autres côtés du cloître, etc. Le copain, il se dit, mais est-ce qu'on a déjà inventé le cinéma en 3D? Oui, voilà. C'était il y a une vingtaine d'années. Ouais. Et brusquement, alors que demi-heure bien est passée, et qu'il trouve le temps long, le copain, qu'est-ce qu'il voit? Tout à fait à l'opposé, dans le coin en haut à droite. Alors que lui étant en bas à gauche, on va dire, oui. Il voit une silhouette blanche. Oh, dans une pipe. Mais ça existerait donc, les fantômes? Parce que là, c'est évident. C'est un peu loin, il faut mon regard parcourt le cloître en diagonale. Mais qu'est-ce que c'est, à cette heure-ci, dans cette abbaye, sinon un fantôme? Ou mon imagination. Non, il n'a pas pensé à son imagination, parce que l'imagination, il y a longtemps qu'elle était en stand-by, il aurait vraiment pas voulu être là, je vois un fantôme. Qui reste là, statique? Mais non, le fantôme commence à se déplacer, lentement, comme les fantômes, à pas réguliers, il parcourt le côté supérieur du rectangle. Il part de l'angle en haut à droite, pour se diriger vers l'angle en haut à gauche. Mais quand il arrive en haut à gauche, le non-chasseur de fantômes qui est en bas à gauche se dit, qu'est-ce qu'il va faire là au coin? Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va continuer et disparaître? Et ouf, je m'épongerai parce que malgré la température, j'ai eu peur. Qu'est-ce qu'il va faire? Et qu'est-ce qu'il fait, le fantôme? Arrivé au coin, en haut, gauche, il tourne. Donc il avance vers lui, vers notre pauvre directeur de la Maison de la Culture, qui est en train de se dire que quand il a suivi une formation en histoire de l'art, on lui a pas appris qu'un jour il pourrait se retrouver là. Et le fantôme avance lentement, régulièrement. À pas de loup. Et bien entendu, l'autre est cloué sur place. Ah oui, il y a de quoi. Ce n'est qu'au dernier moment. C'est-à-dire? À cause du brouillard, quand le fantôme était à 7 ou 8 mètres, qu'il s'est aperçu que c'était son copain Alain, qui avançait lentement à cause de cette espèce d'appareil à détecter les fantômes, et qui, en raison de l'humidité,
c'était enveloppé dans une couverture blanche. Eh bien, je vous assure, Emmanuel, que cette histoire, il semble qu'on ait un peu de mal à garder le sérieux dans le studio, que cette histoire est absolument vraie. Elle est absolument vraie. C'est le plaisir de se la raconter à la radio, la veille d'un départ en week-end. Et on va vous souhaiter un bon week-end. On vous retrouve bien sûr demain entre 13h30 et 14h30 pour évidemment beaucoup de plaisir avec Yves Lignon dans les Clés du Mystère. Je vous rappelle que cette émission est podcastable sur le site internet sudradio.fr. 13h30, 14h30. Les Clés du Mystère sur Sud Radio.